Teotihuacan, l'un des sites archéologiques les plus visités du Mexique. Dans son sous-sol a été découvert un tunnel susceptible de livrer de nombreuses informations sur cette mystérieuse civilisation. Sous nos pieds, à 15 mètres de profondeur, se trouve un tunnel préhispanique qui est une métaphore du monde invisible. Le géologue Andrés Rousseau et l'archéologue Fabio Amador, aidés de nouvelles technologies, vont nous dévoiler de nouvelles manières d'analyser le passé. Pénétrer dans ce tunnel, c'était comme pénétrer dans le cœur de la Terre. Une expérience inoubliable. Sous la pyramide de Quetzalcoatl, des milliers de vestiges ont été retrouvés et ont révélé d'importantes informations sur les premiers habitants de la région. Toute l'importance de notre projet se trouve là, car la technologie va nous permettre de comprendre, étudier et protéger ces sites historiques, ainsi que les nombreux éléments qui y ont été déterrés. Que cachent ces tunnels? Nos experts trouveront de nouvelles réponses à ces questions en menant une exploration technologique sans précédent pour révéler les secrets enfouis. Durant sa période de gloire, Teotihuacan s'étendait sur 20 km² et abritait une population de 100 000 habitants. Archéologues et historiens s'interrogent encore sur les raisons de l'abandon de la cité et les nombreux mystères de cette civilisation. Suite à des années d'études du site, l'archéologue mexicain Sergio Gómez a fait une surprenante découverte sous la pyramide du serpent à plumes. Un tunnel de 103 mètres de long totalement obstrué. 5 années d'excavation ont été nécessaires afin de révéler ce qui a été dissimulé depuis 1800 ans. Nous sommes à une époque charnière de l'archéologie. Technologie et chercheurs peuvent unir leurs forces afin d'établir une nouvelle vision du passé. Dès mon arrivée au temple du serpent à plumes, Sergio m'a alerté sur les problèmes de conservation du site, surtout au niveau de la façade du temple. Tout était recouvert. En effet, les habitants de Teotihuacan ont recouvert une partie de cette zone afin de protéger le temple du serpent à plumes. Cette partie a été découverte par l'archéologue Manuel Gamio en 1917, qui a tout désobstrué. C'est à lui qu'on doit le nom de temple de Quetzalcoatl. On pense aujourd'hui que le terme de temple du serpent à plumes serait plus adapté, car nous pensons qu'il n'était pas dédié uniquement à Quetzalcoatl. Quels sont vos objectifs en termes de conservation? En 2002, j'ai lancé une enquête pour tenter de résoudre de graves problèmes concernant cette structure. On en a conclu que l'humidité détériorait grandement l'intérieur du bâtiment, ainsi que les sculptures qui l'ornent. La devanture de l'édifice est décorée de magnifiques sculptures représentant des serpents à plumes, gravement endommagés par l'exposition au soleil, l'humidité, mais aussi par les changements drastiques de température. Grâce à cette caméra thermique, qui est un instrument de haute précision, nous avons pu visualiser, analyser, mais aussi quantifier les changements de température subis par différentes parties de la façade de l'édifice. Et ces indications ont informé Sergio et son équipe sur les zones de la façade du temple où ils devaient concentrer leurs efforts de conservation. J'ai analysé la façade grâce à ma caméra thermique et ces images nous offrent des informations très intéressantes. Voici à l'image la façade du temple du serpent à plumes. Et nous allons voir ce qu'elle subit au quotidien. Le blanc indique les points les plus chauds et le noir les plus froids. Voici une des sculptures de la façade. Comme tu le vois, la sculpture est exposée au soleil et au climat de différentes façons. En effet, cette information est très importante, car c'est le genre de détail qu'il est impossible de déceler à l'œil nu. En effet, ces images sont exceptionnelles. Regarde, ici nous avons 2 escargots qui se trouvent sur la zone de la façade. Celui-ci a bien conservé son revêtement. Son stuc. Son stuc, c'est ça. Mais celui-là a tout perdu. Ces images sont vitales pour nous, car elles vont nous aider à prendre les décisions adéquates pour la protection du bâtiment. Le temple du serpent à plumes est probablement un des bâtiments historiques les plus importants de la région de Teotihuacan, mais aussi de tout le Mexique. Nous avons obligation de le conserver. Nos recherches ne sont pas terminées. Nous devons employer les meilleures ressources et travailler de manière très intelligente. Cet édifice est trop important. Il est irremplaçable.
J'ai entendu parler de grottes, voire même de tunnels sous certaines pyramides. C'est vrai? À 15 mètres sous nos pieds se trouve un tunnel que j'ai découvert. Sous nos pieds, Tout à fait. sous la pyramide. Sous tout l'édifice. C'est un tunnel préhispanique qui est une métaphore du monde invisible. Comment l'avez-vous découvert? Mon équipe effectuait des travaux de conservation. Et un matin, en arrivant sur le site, on m'a informé qu'un trou était apparu devant la pyramide. Je me suis directement rendu sur place pour délimiter la zone. Et j'ai demandé à mes hommes de me trouver une corde pour me faire descendre dans ce trou de 83 cm de diamètre. Et je suis descendu à 14 mètres de profondeur. C'est pas rien. En effet. Et une fois en bas, j'ai découvert l'existence d'un tunnel, au bout duquel se trouvent 3 énormes chambres, dont le centre se situe sur l'axe du sommet du temple du serpent à plumes. C'est l'Axis Mundi, L'Axis Mundi. le point de connexion entre ciel et terre. Bien Andrés, je vais te montrer le tunnel. Ah oui? Fantastique. Il commence ici? Ici, c'est l'accès principal. Après avoir effectué une série de recherches dans cette zone, par le biais du radar à pénétration de sol, nous avons localisé cette zone. Et on a pu déterminer qu'il devait s'agir de l'entrée principale du tunnel. On y va? Allons-y. Nous allons donc descendre à 14 mètres sous le niveau de la surface, pour ensuite accéder au tunnel proprement dit. En tant que géologue, je suis habitué aux grottes de roches volcaniques ou de roches calcaires. Et là, en descendant dans ce tunnel, je recherchais ces roches qui me sont familières, mais je suis tombé sur du grès. Nous nous trouvons à 15 mètres de profondeur. Et autour de nous se trouvent les murs qui entouraient l'accès principal au tunnel. En général, les grottes se forment plutôt dans des sols de roches calcaires, pas de grès. Exact. Et dans ce cas, grâce aux études des géologues, nous savons que ce n'est donc pas une formation naturelle. Elle a été creusée par le peuple de Teotihuacan il y a 2000 ans en utilisant pour seul matériau du bois et de la pierre. Il y a 2000 ans à 15 mètres de profondeur. 15 mètres, oui. C'est complètement fou. Cette roche n'est pas censée être aussi résistante. Tout ne risque pas de s'effondrer. À 2 reprises déjà, toute cette structure qu'on a dû solidifier pour pouvoir l'explorer s'est effondrée sur nous. À 2 reprises, tout s'est retrouvé recouvert d'énormes quantités de terre et de pierres. C'est pour ça que vous avez placé des poutres? Oui, on a tout renforcé par ces structures métalliques. Allons voir le tunnel. L'architecture du site de Teotihuacan est imposante. Les pyramides du Soleil et de la Lune sont comme 2 gigantesques montagnes, tout comme la pyramide du serpent à plumes de dimension moindre, mais dont la façade est bien plus élaborée. La photogrammétrie est une technique essentielle à la mesure et à l'analyse de superficies aussi vastes. Ce processus nécessite l'utilisation de plusieurs outils, le premier étant un drone. Le drone nous permet d'obtenir des photographies aériennes et une vue d'ensemble d'une grande précision de ce genre de site archéologique, tout en conservant la topographie de l'environnement naturel. Cette technique est révolutionnaire, car elle permet d'obtenir des données tridimensionnelles précises d'un site. Et ainsi, elle permet de déterminer les problèmes liés à sa conservation. Ces outils nous offrent la possibilité d'être créatifs et de visualiser, depuis les airs et sous des angles différents, plusieurs époques de ce paysage culturel. Ensuite, nous procédons à l'analyse des éléments captés par la caméra. Tout ceci grâce au drone et à une reproduction tridimensionnelle du site. Nous obtenons ainsi une vue d'ensemble aérienne très précise, à laquelle les archéologues n'avaient pas accès auparavant. Tu es entré par ici?
Je suis descendu par ce trou la première fois. Incroyable. Je suis descendu petit à petit jusqu'à ce niveau, mais puisque je descendais à l'aveuglette, j'ai demandé une lanterne à mes collègues. Ils me l'ont passée et en regardant autour de moi, j'ai découvert l'existence de ce tunnel. Mais je n'ai pas pu l'explorer. Ce trou est énorme. Il fait 83 cm de diamètre, précisément l'étalon de mesure utilisé à Teotihuacan. Grâce à l'archéologue Saburo Sugiyama, nous savons que le peuple qui vivait ici suivait un étalon de mesure de 83 cm, qui serait l'équivalent de notre mètre. Les habitants de Teotihuacan utilisaient une unité de longueur équivalente à 83 cm. La distance entre les têtes de serpent qui ornent la pyramide de Quetzalcoatl est de 4 fois 83 cm. L'escalier fait lui 16 fois 83 cm de large. L'archéologue Sugiyama en a conclu que la construction des pyramides du Soleil, de la Lune et de Quetzalcoatl a été basée sur cette unité de mesure de 83 cm. Plusieurs siècles plus tard, nous avons eu la chance, sous l'effet de pluies diluviennes, de voir s'effondrer le couvercle qui bouchait ce tunnel depuis des siècles. C'est ainsi que nous avons pu découvrir ce lieu merveilleux. Comment les habitants de la région ont-ils réussi à creuser un tunnel avec autant de précision? Grâce aux nouvelles technologies, nos experts vont explorer ce tunnel de 103 mètres de longueur pour tenter de percer les mystères de ce monde souterrain. L'abandon de la cité de Teotihuacan par ses habitants est un mystère que même les propres Aztèques n'ont pas été en mesure de déchiffrer. Les éléments retrouvés dans ce tunnel vont être analysés en vue de trouver des réponses à ces questions. Le scanner laser est un instrument qui a révolutionné l'archéologie, car il nous permet de prendre des mesures exactes, de localiser les éléments architecturaux enfouis, mais aussi de créer des modèles tridimensionnels que nous pouvons ensuite manipuler, imprimer. Et plus important encore, aucun contact physique n'est plus nécessaire entre l'archéologue, le scanner et l'objet étudié. Dis-moi plus sur cet escargot, vous l'avez trouvé où ? Cet escargot appartient à l'espèce des Triplophusus gigantea. Celui-ci vient de la mer des Caraïbes. Nous les avons découverts dans un lot d'offrandes enfouis dans le tunnel. Ils ont été transformés en instruments de musique et décorés de différents motifs. L'appareil est en phase de calibration, ça va commencer. Il recueille déjà certaines formes. Le scanner récolte les informations de réflectance. Passons-le un peu à l'arrière également, pour obtenir un peu plus de détails. Voilà, c'est bien, parfait. Cette technologie présente des avantages lors de la découverte d'offrandes ou de reliques très importantes. Avant, les archéologues avaient besoin de plusieurs jours pour faire des dessins précis, prendre des mesures. Maintenant, on le fait avec beaucoup plus de précision et il nous faut entre 20 minutes et 1 heure. La technologie actuelle nous offre des informations vitales à l'analyse du passé. Cette rencontre avec le docteur Sergio Gomez, qui a découvert le tunnel, a été une expérience exceptionnelle. En descendant dans la grotte, ils sont allés de surprise en surprise. Ils ne savaient pas jusqu'où se prolongeait ce tunnel. Nombre de ses collègues lui ont conseillé de ne pas perdre son temps à explorer ce trou, parce que ce n'était probablement qu'un système d'évacuation de la cité. Mais Sergio s'est obstiné, et cette obstination a mené à une incroyable découverte. Tu me disais que quand tu es descendu la première fois, il y avait de la terre jusqu'ici. Comment avez-vous fait pour explorer cet endroit? Il y avait un petit trou de cette taille qui nous permettait de voir un peu plus loin. Un jour, j'étais au bureau et un jeune qui fabriquait des robots est venu me voir. Tout de suite, j'ai tilté. Je lui ai dit, « Tu serais capable de me construire un petit robot qui pourrait passer par ce petit trou pour aller inspecter l'intérieur du tunnel ?» Et il m'a dit, « Bien sûr, je te fais ça. » Et en 2-3 mois, il nous a fabriqué le premier robot jamais utilisé pour une exploration archéologique au Mexique. C'est le fameux Tlaloc 1. Exact. D'accord. Il a été construit par un étudiant de l'Institut Polytechnique National.
C'était la première fois en Amérique et la deuxième fois dans le monde que cette technologie était utilisée à des fins archéologiques. Et voici le premier prototype développé. Nous avons posé 2 caméras dessus. Celle de devant servait à l'inspection en détail, avec une rotation à 360 degrés, qui nous permettait de voir tout autour et d'identifier le moindre obstacle rencontré par le robot. Cette caméra arrière nous a servi à piloter le robot. Il se trouvait à 14 mètres de profondeur. Je ne pouvais pas le voir. Je ne savais pas du tout où il se situait ni comment il se déplaçait. Cette caméra m'a donc servi à le piloter et on a pu mener une inspection des plus minutieuses. Le premier robot est entré par ici et a avancé sur une trentaine de mètres. Il nous a permis d'obtenir des images de la structure du tunnel et d'évaluer sa stabilité. Et il nous a aussi permis de réfléchir à la manière la plus efficace de mener à bien nos recherches. Sur le second robot, nous avons utilisé la radiofréquence et les mêmes systèmes que ceux dont est équipé le robot envoyé sur Mars. Un satellite transmet au robot le signal envoyé par la NASA. Ce robot est équipé de 2 bras qui lui permettent de se lever et ainsi franchir des obstacles potentiels et se sortir d'une situation dangereuse. Pour l'inspection de certaines zones très restreintes, il était un peu trop grand et on ne pouvait pas passer. On a donc développé ce robot-ci. Il peut se déplacer en avant, en arrière et sur les côtés, tourner sur lui-même. Et on l'a doté de la capacité de descendre du robot mère et de remonter dessus. Il est également équipé d'un mécanisme lui permettant, dès lors qu'il perd le signal, de revenir sur les derniers pas enregistrés 3 secondes auparavant. Il a la faculté de toujours revenir au bercail. En fait, il revient au dernier point de connexion enregistré. C'est ça, jusqu'à retrouver une connexion avec l'opérateur, en l'occurrence moi. Brillant, je suis admiratif de votre travail. Il y a une telle créativité que vous exploitez, en plus de la science, pour créer des outils novateurs. 1800 ans après la fermeture du tunnel du Serpent à Plumes, la technologie nous aide à déterminer l'origine des objets et des matériaux cachés à l'intérieur. Et à découvrir des sites toujours inexplorés à Teotihuacan. Les habitants de Teotihuacan se sont installés au cœur du Mexique, une région naturellement riche offrant un accès privilégié à l'eau. Ils y ont bâti les pyramides du Soleil et de la Lune, 2 des plus grandes au monde. Et ici se trouvent les restes des murs que la population de l'époque a fabriqués depuis le centre du tunnel jusqu'à l'accès extérieur, de manière à ce que rien ni personne ne puisse accéder à ce qui se trouve à son extrémité. Il y a une vingtaine de murs, dont certains épais de plus de 3 mètres, allant du sol au plafond. Nous savons aussi que le tunnel a été bouché à 3 occasions. Après 8 ans d'exploration, nous avons déplacé 1000 tonnes de terre et de pierres. Et au cours de cette exploration, vous avez retrouvé des objets d'époque? Depuis le début du projet, nous avons retrouvé plus de 100 000 objets dans le tunnel. Des objets en tout genre. Nous avons récupéré des centaines d'objets en céramique, d'autres en obsidienne, en silex, en jade, des milliers de sculptures de jade importées du Guatemala. Également de grands coquillages et des escargots soigneusement acheminés jusqu'ici depuis la mer des Caraïbes. Nous avons des sculptures de pierre taillées dans le jade, mais aussi et surtout des objets en bois. Plus de 8000 objets en bois, en excellent état de conservation. Et aussi de nombreuses balles de caoutchouc. Pourquoi les ont-ils enterrées ici? Je pense que c'est ici que se trouvait le terrain de jeu de balle. Une structure de plus de 130 mètres de longueur. La plus grande jamais découverte au Mexique. Mais malheureusement, nous n'en avons localisé que la moitié, car le terrain a été détruit par les propres habitants de Teotihuacan pour laisser place à la citadelle. Au nord-ouest de la pyramide du Soleil se trouve un ensemble architectural duquel ressort le palais de Tepantitla. Sa fresque murale, Tlalocan, semble être une représentation du paradis de Tlaloc, le dieu de la pluie. Ces représentations murales sont importantes pour comprendre les civilisations dont la culture n'est pas écrite. Car par le biais de ces dessins, l'histoire d'un peuple nous est contée. Nous sommes devant les fresques de Tlalocan, certainement les plus spectaculaires du monde préhispanique.
Dans le palais de Tepanthetla se trouvent des dessins d'un monde paradisiaque. Un monde où l'eau et les fleurs sont abondantes, où des festins sont organisés, où les gens jouent à la balle. L'élément central de ce dessin, c'est la montagne d'abondance. Une montagne d'où l'eau ne cesse de couler et où se trouvent de nombreuses plantes. C'est une idée centrale de la mythologie mésoaméricaine. Mais ces dessins soulignent également qu'il n'y a pas d'abondance sans sacrifice. Les dieux eux-mêmes se sont sacrifiés pour nous offrir la vie. Et nous nous devions de sacrifier d'autres humains pour nourrir les dieux. Nous allons utiliser deux technologies pour capturer ces fresques. L'une d'elles est le Gigapan. C'est ce trépied robotisé, muni d'un appareil photographique de très haute définition, qui va permettre de prendre une série de clichés de la fresque, qui, une fois regroupés, formeront une mosaïque. Un véritable panorama à partir duquel nous obtiendrons une meilleure résolution et de meilleures couleurs. Cela nous permettra peut-être de découvrir des détails passés inaperçus auparavant. J'aimerais d'abord que tu m'expliques les raisons de l'utilisation de l'hématite. Déjà parce qu'elle est très abondante dans la région. Et elle permet d'obtenir une couleur rouge très vive. Mais ici, ils ont utilisé le rouge car c'est la couleur du soleil, de l'Est, du paradis d'où naît le soleil. Cette civilisation a peint sa vision de la vie mythique et de la vie réelle de manière idéalisée. Nous utilisons une deuxième technologie pour œuvrer à la préservation de ces fresques. C'est le scanner laser qui nous permettra de localiser et de reproduire en 3 dimensions les éléments architecturaux et les surfaces décorées. Nous allons donc pouvoir analyser le détail de la fresque, tout en naviguant dans les différents espaces. Ainsi, nous pourrons comprendre la localisation de chaque divinité et de chaque objet représenté au sein d'une bâtisse virtuelle. Que penses-tu de ces technologies ? L'opportunité de recréer ces espaces avec autant de détails va changer l'archéologie telle que nous la connaissons. Qu'ont découvert les archéologues sur la vie des habitants de Teotihuacan? L'utilisation de nouvelles technologies continue d'aider les scientifiques à mieux comprendre cette civilisation oubliée. Nous nous trouvons donc actuellement sous le temple du serpent à plumes. En effet, et je dirais même plus, nous sommes exactement dans l'axe du sommet du temple, qui correspond au centre des 4 points cardinaux dans le tunnel, à 18 mètres de profondeur. Le point se trouve ici. Oui, juste là. C'est ici que se trouve le tunnel imaginaire qui connecte les 3 niveaux du cosmos. C'est un microcosmos. C'est ça. Et tu m'as indiqué qu'ici, ce sont des représentations de montagnes. C'est une formation qui n'est en rien naturelle. Elle a été bâtie afin de former un paysage rituel. Dans le monde enfoui, les mythes veulent qu'on trouve des rivières, des fleuves et des montagnes. Et ce que tu vois ici, Oui, c'est la représentation de petites montagnes. Les parties plus profondes représentent les vallées d'un paysage mythique. Et c'est dans ces parties que nous avons retrouvé du mercure liquide, qui y a certainement été placé afin de représenter l'eau sacrée. Le monde enfoui n'est pas qu'un monde de mort. C'est aussi un monde de création, occupé par des divinités et des forces en mouvement constant, chargées de veiller au respect de l'ordre de l'univers. on a donc les montagnes, les vallées, les mers et au plafond, j'ai comme l'impression que ce sont des étoiles. Les constructeurs ont façonné le plafond du tunnel pour y reproduire le ciel et l'ont même imprégné de minerais métalliques pour qu'il brille. Lorsqu'ils venaient ici,
Les habitants de la cité s'éclairaient à la torche et le ciel resplendissait. Ce que nous avons au plafond, c'est une représentation préhispanique du ciel et des étoiles, tels qu'ils figurent dans le monde enfoui. Ce devait être quelque chose de très impressionnant. C'est magnifique. L'étude de l'ensemble du site de Teotihuacan est fondamentale à la perception de son histoire. L'ensemble architectural de la Ventilla, environ 1 km au sud-est de la citadelle, est un petit quartier avec ses habitations, ses rues, ses temples et un système hydraulique complexe conçu par des ingénieurs visionnaires. La zone de la Ventilla est un ensemble architectural composé de plusieurs bâtiments sur lesquels on trouve de nombreuses décorations et peintures. Les éléments de la cosmologie, de la foi et de la religion de ce peuple sont ici représentés à Ventilla. Afin d'analyser ces structures extrêmement fragiles et délicates, j'ai utilisé une caméra contrôlable à distance grâce à une tablette. Et j'ai également décidé de la placer au bout d'une perche afin de m'éloigner au maximum du sol et en obtenir la meilleure image possible. Nous disposons ainsi de deux avantages. D'une part, celui de ne pas endommager le support fragile des glyphes, et d'autre part, de mieux manipuler la caméra afin d'obtenir une image absolument parfaite. La Ventilla est intéressante à un niveau urbain. Elle est composée de plusieurs divisions, elle-même composée de pâtés de maisons, délimitées par de hauts murs. C'est pour ça qu'on a dit de la Ventilla qu'elle constitue le meilleur exemple d'un quartier de Teotihuacan. On dirait que c'est le niveau de la nappe phréatique. À l'époque de la civilisation de Teotihuacan, jusqu'où arrivait l'eau? Il y a des chances pour que l'endroit où nous nous trouvons ait été submergé d'eau à une époque, parce que le niveau de la nappe phréatique se trouvait entre 11 et 13 mètres. Et là, nous sommes à 18 mètres sous le niveau de la surface. Il est donc probable que ces peuplades aient creusé ces tunnels en profondeur pour que l'eau y circule en permanence. Vous avez trouvé des objets ici? Nous avons trouvé les offrandes les plus importantes de la région. 4 énormes sculptures, représentant 3 femmes et un homme, placées de telle sorte qu'ils observaient l'axe imaginaire qui connecte le monde enfoui, la terre et le ciel. Ces 4 personnages représentent le pouvoir de la géomancie, qui est la pratique de divination permettant la détermination d'un lieu sacré sur lequel fonder une cité. Après les avoir recueillis et nettoyés avec soin au laboratoire, nous avons trouvé dans leur dos des poches, dans lesquelles on transportait tous les objets symboliques qui servaient à la magie et à la divination. C'est fou parce que ces gens sont arrivés à un incroyable degré de précision sans technologie moderne. Comment? Ils ont utilisé une technologie très basique, mais disposaient forcément d'importantes connaissances en géométrie afin d'obtenir de tels tracés. On utilise actuellement un scanner laser pour vérifier nos précédentes mesures et localiser avec précision l'axe vertical du temple du serpent à plumes. La science permet d'importantes avancées, mais aussi de confirmer ce qui a été fait par le passé. Sergio et ses équipes analysent de nouveau les dernières chambres à l'aide d'un scanner laser pour comparer ces données avec ceux des précédentes analyses. Ces équipements facilitent le travail archéologique de manière impressionnante, mais ils nous font aussi gagner grandement en précision. Qu'avons-nous découvert sur le peuple vivant à Teotihuacan au cours des dernières décennies? La technologie pourrait nous offrir des révélations surprenantes. La cité préhispanique de Teotihuacan est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Julie, c'est un honneur de te rencontrer. Je viens de sortir du tunnel avec Sergio, qui m'a indiqué que tous les objets retrouvés en bas se trouvent ici. La majorité des objets se trouvent effectivement ici. Mais certains, comme ceux en bois, qui nécessitent un traitement et une conservation particuliers, se trouvent dans nos autres labos. D'accord. Et vous avez combien d'objets environ?
Nous avons environ 100 000 objets. Sergio m'a accompagné à l'endroit supposé où l'on jouait à la balle. Il m'a raconté que des balles de caoutchouc ont été retrouvées. Tout à fait. Nous en avons une dizaine. Et elles sont assez grandes. En effet, elles pèsent plusieurs kilos. Celles-ci sont composées d'une forme de caoutchouc, organique donc, que nous devons conserver sous plastique, Incroyable. avec des absorbants d'oxygène et d'humidité. Les dernières offrandes ont été retrouvées sous l'eau, dans un contexte anaérobique, donc sans oxygène. C'est pour cela qu'elles sont dans un état de conservation assez incroyable, dont cet objet en bois. Ça, c'est du bois? Tout à fait. Il est très rare qu'on retrouve ce type d'objet de bois à Teotihuacan. Fascinant. Et pour les sacrifices, on utilisait des lames en obsidienne. Oui. Ce sont des couteaux en obsidienne. En l'absence de métal, ils se servaient de ce matériau pour couper. Nous avons ici un noyau d'obsidienne grise qui provient d'un tombeau. C'est là-dedans qu'on découpait les lames prismatiques et on l'a retrouvée telle quelle dans l'offrande. C'était une façon pour les habitants de Teotihuacan de montrer combien l'obsidienne comptait pour eux. À quelques kilomètres du site se trouvent d'importantes mines d'obsidienne. Les peuples de Teotihuacan venaient s'y fournir en matériaux pour fabriquer les armes qui leur ont octroyé leur puissance militaire. J'ai étudié plusieurs volcans dans le monde et souvent trouvé de l'obsidienne. Mais je n'ai jamais récolté ce minerai. C'est pourquoi j'ai demandé à un artisan local qu'il m'en dise un peu plus. J'ai ici un marteau géologique et j'aimerais savoir si vous pouviez tirer un couteau de ce bloc. Tout à fait. On commence par un petit coup à un endroit précis. Voilà. Tranchant, n'est-ce pas? En effet, En tapant dessus, ils obtenaient des lames tranchantes, comme des bistouris. Et ensuite, avec des coups de plus en plus précis, ils pouvaient les façonner. incroyable. L'art du travail de l'obsidienne se transmettait de génération en génération. Les frères, beaux-frères et neveux travaillaient ensemble. Et de nos jours, dans la région, presque toutes les familles ont leur atelier. Nous la commercialisons à l'échelle nationale comme internationale. Et tous les touristes venus du monde entier repartent avec leurs morceaux d'obsidienne. C'est ça. Le jeu de la balle était un sport à forte connotation religieuse. Il se pratiquait devant les temples les jours de fête. Il s'agissait d'un acte moral qui pouvait s'achever par un sacrifice humain. Les règles sont assez floues, mais les joueurs semblaient avoir pour objectif de mettre les balles de caoutchouc dans des anneaux. Avant la construction de la citadelle, se trouvait ici un énorme terrain de jeu de balles qui a été détruit par le peuple de Teotihuacan lui-même afin de bâtir la citadelle. Nous avons donc des couches et des couches et des couches de construction. Il y en a combien en fait? Nous avons recensé 3 niveaux, D'accord. des niveaux superposés. Nous avons une superficie homogène, mais en dessous se trouvent des constructions bien plus anciennes, à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs. Et on peut le voir ici. Exact. Le radar à pénétration de sol émet des ondes et des micro-ondes qui permettront de sonder le sol jusqu'à 5 mètres de profondeur et de définir ce qui se trouve sous le terrain. Nous pourrons ainsi savoir ce qui se trouve sous nos pieds avec une grande précision. Je suis confiant. Cette machine va nous permettre de retrouver le terrain de jeu enseveli. Tout à fait. On a déjà utilisé un matériel similaire et on a pu délimiter une structure de plus de 137 mètres de longueur ainsi que ses contours. Et cela nous a grandement aidé au niveau des travaux d'excavation. Et tous les détails apparaissent à l'écran lorsque la machine se déplace. Oui, le scanner fonctionne de manière différente, soit par ligne droite, soit par une quadrature, par laquelle on scanne tout sous 2 axes. Ça compose ainsi un plan et des tranches à diverses profondeurs. 10 cm, 20... On peut aussi en tirer un modèle en 3D. C'est comme si nous faisions une échographie de la Terre.
Notre ami Christian, en avançant avec sa machine, envoie des ondes électriques qui vont pénétrer dans le sol, traverser le sable, l'argile. Et lorsque l'onde rencontre quelque chose, elle rebondit et les données sont enregistrées dans la machine. Ce procédé révolutionnaire va nous permettre d'étudier un sol sans altérer le site. C'est de l'archéologie visuelle. Je pense que dans le futur, ce sera un outil indispensable à l'archéologie. Nous travaillons déjà beaucoup avec la technologie car elle nous permet d'éviter les erreurs et offre beaucoup plus de précision. Les interprétations que nous faisons le sont par des données tout à fait réelles. Je suis heureux de savoir que ce type de technologie est utilisé à Teotihuacan. Nous obtiendrons ainsi bien plus de détails dans nos recherches et nous comprendrons ainsi comment les bâtisseurs de cette cité ont utilisé et visualisé cet espace qu'ils considéraient comme sacré. Tout à fait. Quel secret la technologie aérienne nous permettra-t-elle de découvrir? Ce changement de point de vue archéologique nous aidera à mieux comprendre l'axe du monde se trouvant au cœur de la religion de Teotihuacan. Le site archéologique de Teotihuacan se trouve à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Mexico. C'est un lieu emblématique visité par 2 millions de touristes chaque année. Grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques sont parvenus à résoudre certains des mystères de ces anciens habitants. Ce matin, j'ai eu l'opportunité d'étudier une offrande rituelle déposée dans le tunnel de Teotihuacan. Je l'ai examinée avec un microscope portable. Cette technologie va nous permettre d'observer en détail chaque partie de l'offrande. Il y a sur cette sculpture, par exemple, de minuscules morceaux de jade, difficiles à examiner en profondeur sur site. On ne peut pas déterminer leur composition avec précision au moment de leur découverte. Ici, nous avons une perle en jade qui a été polie à l'extérieur et perforée. Nous pouvons mesurer cette perforation et définir le contexte où la perle a été retrouvée. Ces dépôts nous renseignent sur la qualité du travail et la maîtrise de l'artisanat dont faisaient preuve les habitants de la cité. Mais ils nous disent aussi qu'ils étaient capables de faire venir du jade depuis le Guatemala et des coquillages depuis les côtes. Par le biais de ces images et du logiciel du microscope, je vais prendre des photographies et des mesures immédiatement et les envoyer à mes collègues experts qui me fourniront des informations détaillées. Et ce, sans avoir à déplacer l'objet de son contexte archéologique ou du laboratoire, ce qui est d'une importance capitale. Il est vital à ce projet que la technologie la plus adéquate soit utilisée afin d'étudier, comprendre et protéger ces vestiges uniques qui ne sont révélés qu'aujourd'hui. Nous allons découvrir les données enregistrées par le géoradar. Que voyons-nous? Nous voyons sur l'écran des anomalies qui sont enfouies dans le sol, situées sous la structure centrale, là où se trouve le terrain de jeu de balle. Ça, c'est le terrain? Oui, voici la structure centrale, et ces différentes lignes composent notre terrain. Le dessin est très clair. Sans même avoir à effectuer d'excavation, nous avons pu définir ce qui se trouve sous terre et son état de conservation. Nous voyons ici des talus d'une cinquantaine de centimètres de hauteur qui sont parfaitement définis. Nous les avons découverts sans dénaturer le site. C'est une avancée importante. La technologie nous offre de plus amples informations que, je l'espère, nous pourrons utiliser à l'avenir. Ici, c'est Tlalocan, un ensemble archéologique qui renferme des fresques murales, comme tu peux le voir, extrêmement détaillées. Oui, c'est magnifique. Sur ces fresques sont représentés des milliers de papillons. On voit leurs couleurs, leurs détails, les yeux, leurs antennes, les volutes des personnages qui parlent. Tous ces détails font partie d'une narration visuelle que cette technologie nous a permis de capter. Cette fresque est très fragmentée, mais nous savons qu'elle nous fournira énormément d'informations sur le peuple de Teotihuacan. Oui. Sergio, tu es un pionnier, car tu as utilisé la technologie dans tes recherches. Et je sais que le scanner laser est un de tes outils favoris. Il t'a permis d'obtenir beaucoup d'informations très précises.
Je t'ai amené plusieurs échantillons de fresques de Tlalocan. On va partir de la photo mosaïque produite par le Gigapan et l'associer au scan laser pour lui donner une texture et une tridimensionnalité imprimable, projetable et dans laquelle tu pourras même te déplacer. Nous pourrons ensuite établir des programmes pour la conservation du site. Des gens autres que les spécialistes vont pouvoir vivre cette expérience. C'est le but. N'oublions pas que par le passé, on faisait tout ça à la main. Les dessinateurs avaient énormément de travail pour tout reconstruire. Et ils n'obtenaient pas toujours la couleur identique ou le détail précis. Ici, on a tout d'origine. En effet, c'est précis et les couleurs sont reproduites à l'identique. J'imagine que tu rêves d'en faire de même dans le tunnel. Oui, car le public ne pourra jamais accéder au tunnel, malheureusement. Mais par le biais de cette technologie, les personnes intéressées pourront prendre part au processus d'exploration. Nous pourrons même effectuer des reconstructions des parties manquantes, qui sont interdites sur le site, conformément aux normes internationales. Mais grâce à cette technologie, nous allons pouvoir procéder à n'importe quel type de reconstruction. La photogrammétrie aérienne révolutionne la manière dont nous recensons la surface de la Terre. Par le passé, nous utilisions des outils rudimentaires pour créer des cartes, ce qui prenait énormément de temps. Aujourd'hui, nous obtenons des cartes très détaillées de zones énormes. Ici, on a 20 hectares environ. Oui, environ. Et en une journée. Et ce que je trouve intéressant dans ce processus, c'est le système de correction de ces images. La géolocalisation et la topographie sont automatiquement prises en compte par l'ordinateur. Et nous obtenons donc une photographie parfaitement précise de ce terrain. La photographie aérienne se transforme en outil d'exploration, et dans ce cas, numérique. Nous gagnons du temps, de l'argent, et nous accélérons de fait le processus de recherche scientifique. Exact. Et cette technologie nous permet également de détecter des structures impossibles à discerner à l'œil nu. Il y a une série de taches, d'ombre et de lumière, qui doivent correspondre à des structures qui n'ont pas encore été explorées. Je pense qu'il sera intéressant de recourir à cette technique à une autre saison de l'année, pour saisir d'autres contrastes de couleurs. Ces différences seraient susceptibles de nous offrir de nouvelles informations sur les structures cachées sous le sol. La cité de Teotihuacan était composée de 12 000 ensembles architecturaux, répartis sur une superficie de 23 km². Grâce à la technologie, on peut avoir une vue intégrale de l'ensemble de la cité au cours de plusieurs périodes. Teotihuacan, d'après moi, est une reproduction de la manière dont ces gens envisageaient le cosmos. Cette cité entière est une carte cosmique. Après avoir découvert son tunnel, on a pu confirmer qu'il existe dans la cosmovision mésoaméricaine un monde similaire à celui que nous habitons. Et le cosmos, l'univers, est divisé en 3 niveaux. La région céleste, la Terre, où se trouvent l'homme, les plantes et les animaux, et en dessous, le monde enfoui, occupé par des forces et des divinités, chargées de surveiller et maintenir l'ordre cosmique de l'univers. Teotihuacan était vraiment une carte de l'univers. Teotihuacan est le cosmos sculpté dans la Terre.